Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Je viens vers vous en fait par rapport au projet Bluebeam et à ce que j'entends de plus en plus dire concernant les white hats, les chapeaux blancs, l'espèce de col blanc du Pentagone, etc., qui seraient en train donc de emprisonner en secret la cabale pour sauver l'humanité, hein, de ces élites pédosatanistes, etc. Bon, même Cameron Day, hein, de Ascension Help, apparemment est tombé dans le panneau. Puisqu'il n'applique, finalement plus, les prises de conscience qu'il a faites, depuis 2014, notamment, concernant, les manœuvres de la fausse lumière, hein, comment elle peut agir, hein, à travers, des équipes au sol. Puis dans, la discussion aussi qu'il avait donnée, je ne sais plus en quelle année et que j'ai traduite, hein, sur ma chaîne, où il explique pourquoi la source a-t-elle laissé faire ça et où il dit clairement, chaque fois que, quelqu'un vous dira: «Vous verrez, vous allez changer», oui, à la condition de la tyrannie et donc ce programme, soi-disant cette espèce de contre-conspiration des chapeaux blancs, pour essayer de faire court, de résumer, il s'agirait donc, des good guys de la NASA, de la NSA, du Pentagone, et cetera, qui, conspireraient depuis 20 ans pour, mettre hors d'état de nuire la cabale, hein, leurs collègues, bad guys, et révéler, à toute la population, les agissements, de cette cabale. Donc ce seraient eux qui auraient fait élire Donald Trump, ce sont eux qui ont orchestré cette fausse pandémie de coronavirus pour protéger la population mondiale contre donc, les bad guys, hein, qui pourraient, se sentant, pris au collet, par les good guys, commencer, à faire des, shootings de masse dans la population. Donc du coup, ils nous confinent à résidence, les white hats, pour nous protéger du gouvernement de l'ombre, pendant que eux, ils vont les arrêter. Ça a vachement bien marché en Chine, à Wuhan, où les gens se faisaient tirer comme des lapins par l'armée dès qu'ils voulaient essayer de sortir de la ville. Enfin bref, passons. Donc pour que plus personne ne puisse remettre en question quoi que ce soit ou des théories du complot, il y aurait aux alentours du 11 mai 2020 prévu un blackout total, de 3 jours, hein, plus d'électricité, plus d'internet, plus rien, et puis ils vont apparaître, je suppose, par la suite, sur un écran et donc nous révéler que ça y est, ils sont tous emprisonnés, on va les juger, vous êtes enfin libres, et voilà, regardez, tout ce qu'ils vous ont fait, subir, la manière dont ils vous ont manipulé, et cetera, et cetera. D'ailleurs, hein, s'il y a toute cette vague de démissions, hein, des grands, directeurs là aux États-Unis depuis janvier 2020, Bill Gates, dernière date là en mars, 2020, c'est parce qu'ils ont très peur en fait de ce blackout organisé par les white hats. Au pays de Candy, comme dans tous les pays, on s'amuse, on pleure, on rit, il y a des méchants et des gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir des amis c'est très utile. Un peu d'astuce, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Mais OK, elle rêvait, elle donc c'est vraiment, imagine le que tous scénario, les soirs en good cop, bad s'endormant, cop, hein, que le petit prince et je des ne vienne comprends pas parler comment, doucement. une personne telle que lui, peut, croire que cela apportera un quelconque bienfait à l'humanité. Surtout quand, on a connaissance du projet Bluebeam, donc je vous mets en description des articles, hein. Alors oui, bah, désolé, ils sont en anglais, il va falloir aller les traduire, Vous pouvez prendre un énorme raccourci en allant lire la fin de l'article du témoignage d'eau sur les autres dimensions où il explique bien en fait, hein, l'orchestration de cette guerre, les bons, contre les méchants, pour, voilà, hein, mettre à nouveau l'humanité dans un étau, et cetera, hein, et la seule bonne réponse, c'est de ne pas choisir, mais de choisir sa propre souveraineté. Alors, premièrement, toutes ces informations sont déjà amplement disponibles. Elles ne sont pas cachées, simplement, la plupart des gens ne veulent pas les prendre en compte et sont même prêts à se battre et à tuer pour défendre le système qui est tenu, certes, par un gouvernement de l'ombre. Mais toutes ces informations qu'ils comptent nous révéler, ces gentils white hats, sont disponibles depuis, oh, bien plus que 20 ans, hein, parce que la contre-conspiration des white hats, elle daterait d'à peu près 20 ans. Ouais, mais en 1994, il y avait déjà Serge Monast, hein, qui nous disait des choses sur le projet Bluebeam. Absolument tout ce que nous avons
se trouve dans les travaux de divulgation du journaliste indépendant Serge Monast. Les technologies de télépathie synthétique, V2K, la prise de contrôle totale donc sur l'individu, voilà, rendre les gens complètement pilotables à distance. Les technologies de gang stalking, hein, avec des armes à énergie dirigée par des ondes pulsées, etc., susceptibles, donc les armes du DARPA, de provoquer des entre guillemets très naturels arrêts cardiaques à distance. Je connais bien moi celle-là, etc., etc. Faites votre boulot, hein. Allez donc vous renseigner sur les travaux de Serge Monast. Ah, je vous mets en description le lien hein, vers ce super site, hein, j'adore hein, le nom du site, Educate Yourself. Et puis bah, les white hats, à cette époque-là, bah, apparemment ils n'existaient pas en 94, hein, si j'ai bien compris. Pourtant les gars, CIA, tout ça, machin, ils savaient quand même déjà des trucs, hein, je veux dire. Mais bon, depuis Roswell, tout ça, enfin le Nexus 1947, les manuscrits de Qumran, toutes ces conneries. Enfin bon, il y a quand même eu l'assassinat de John Kennedy aussi, qui était quand même un peu lié à la divulgation de certains trucs. Bon, admettons, ils ont rien pu faire pour Serge Monast, mais enfin tous les autres derrière. Jimmy Gueux, 2000, Claire Sévrac, 2016, Corinne Gouget, à peu près dans les mêmes eaux, pour les noms que j'ai là en mémoire, mais j'en oublie plein d'autres lanceurs et lanceuses d'alerte. Ils sont pas venus les sauver pour éviter qu'ils se fassent buter, hein, tous ces journalistes indépendants, les White Hats. Hein. Pourquoi? Ah, parce qu'a priori, ils ont les moyens, je veux dire, ils vont quand même faire un coup d'État militaire planétaire. Vous voyez, on est dans la question de la légitimité. Ah, alors si c'est les White Hats qui nous le montrent et qui nous le disent, ah, tout le monde va y croire. Donc c'est une violation du libre arbitre. C'est une stratégie d'extraction de consentement à remettre son pouvoir entre les mains de sauveurs externes, au seul motif qu'ils ont le costume et la légitimité du sauveur. Dans ce genre de situation, en fait, la population, on ne lui donne pas le choix de savoir ce qu'elle a envie de savoir ou de ne pas savoir. Ça peut faire énormément de dégâts d'imposer une réalité à des personnes qui veulent continuer à l'ignorer, qui veulent continuer à remettre leur pouvoir souverain de décision entre les mains d'autres personnes, parce que l'irresponsabilité est tellement plus confortable. Que se passera-t-il donc avec cette population-là, qui représente 99% de la population, suite à l'action des White Hats, si ce n'est qu'ils se jetteront dans leurs bras tels des sauveurs et seront prêts à les élire tout de suite? Oh merci sauveur, prenez le pouvoir, allez-y, donnez-nous la vraie démocratie maintenant. Quand on s'est intéressé, hein, au phénomène de, Lovebite, Dark Side of Cupid, New Predator, et à la face, vraiment fine, hein, de, la psyché humaine, de comment elle est infestée, manipulée, de ce qui se passe dans le nouillet. Je veux dire, les pires des abus sont commis par des gens avec le masque de la spiritualité. On devrait donc comprendre, et c'est ce que je m'évertue à vous mettre en lumière, hein, à travers toutes mes vidéos détaillées sur ces dynamiques et le triangle du drame, que finalement, on serait bien avisé de se méfier autant des sauveteurs et des victimes que des persécuteurs. Dans ce type de scénario, la personne qui va vous sauver d'un persécuteur explicite, il y a de grandes chances pour qu'elle soit encore plus néfaste que le précédent persécuteur dont elle vient vous sauver. Et quand je dis ça, je ne suis pas en train de vous dire qu'il serait souhaitable que les élites pédosatanistes restent en place. Je dis juste que je ne crois pas que c'est comme ça qu'on va en finir avec l'esclavage de l'humanité et cette farce de la dualité. La seule question en fait à se poser quand on a affaire à ce type de scénario, c'est bon, couper la tête de l'hydre va-t-il permettre de supprimer comme ça en un claquement de doigts toutes les semences délétères et sataniques que cet hydre a semées dans le subconscient de milliards d'individus sur la planète? Se débarrasser des élites pédosatanistes va-t-il, comme un coup de baguette magique, supprimer dans la société civile tous les phénomènes d'inceste, de viol, d'abus, etc., etc., etc. À vous de répondre à la question. Hein. Oui ou non? Est-ce que vous pensez que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que vous pensez que ce coup d'État des White Hats va aussi supprimer d'un coup toutes les technologies néfastes qui aujourd'hui sont entre les mains effectivement des élites du gouvernement de l'ombre, mais qui demain seront entre les mains des White Hats?
parce que bon, très clairement, c'est ça qu'ils visent, hein, en fait. Ils veulent avoir la main, sur les joujoux, quoi. Programme ARP, les chemtrails, et cetera, enfin, j'en passe et des meilleurs. Ah ouais, ce sera tellement mieux, quoi, quand, tous ces joujoux, ils seront entre les mains des good guys. De toute façon, vu que leurs ennemis, les bad guys, sont des boîtes à gants pour des entités démoniaques, si ça tombe, c'est des anges incarnés, les gars. Ils vont détruire, tous les joujoux dès qu'ils auront pris le pouvoir. Jamais ils vont s'en servir pour essayer de réinstaller un ordre nouveau, après leur super coup d'État. Et alors la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. Vous y croyez? Non, moi je pense que tant que ces technologies existeront, elles représenteront un danger et un outil d'asservissement et d'exploitation du cheptel humain. Une tyrannie, quel que soit son masque, que ce soit celui de l'ombre satanique ou celui d'une supposée bienveillance des White Hats, reste une tyrannie. Et je vous invite là vraiment, si vous ne l'avez pas déjà fait, à aller regarder Childhood Hands ou un certain épisode de Black Mirror que je vous mettrai en description, ou pourquoi pas aller regarder Les âmes vagabondes de Andrew Nichols et de toutes ces dystopies où on voit bien les effets de cette fameuse super société où tout le monde se sourit, tout le monde est censé s'aimer, voilà, tout est parfait. À quel prix? Il y a aussi toute une vague de divulgation qui est passée, alors j'ai surtout Jodorowsky, dans le monde de la BD, là-dessus, sur le fait que, oh là là, tout ce truc d'intelligence artificielle, c'est vraiment affreux ce qu'ils ont fait à la population, et puis on se rend compte, au fil des tomes et de l'histoire que, en fait, ils ont fait ça pour se protéger eux-mêmes de prédateurs plus puissants qu'eux. Alors on a ça dans Megalex et on l'a aussi, dans la série Colony, qui compte, je crois, 3 saisons. Hein, je vous conseille, d'aller le voir, hein, ce côté-là du jeu. Ah, en fait, nos premiers geôliers, ils faisaient ça, pour se créer, des armées, pour se défendre de prédateurs plus puissants qu'eux. Ouais, le haut astral qui vient mettre un pied dans cette réalité. Merci les White Hats. Il est quand même très surprenant donc de la part, de Cameron Day qu'il ne voit pas, que là, qu'il s'agit fort probablement de l'équipe au sol, de la fausse lumière et des seigneurs du karma. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas le projet Boobim, qui ne sont pas allées se renseigner depuis le temps que j'en parle, dans la phase finale, il s'agit, d'orchestrer avec toutes ces superbes technologies, hein, dont dispose le Pentagone, XYZ, tout ce que vous voulez là, un grand show et lumière dans l'espace qui mettra en scène en fait l'apparition de faux sauveurs externes venus de l'espace, hein, qui viendront nous tirer, du chaos absolument invraisemblable, hein, qui sera global sur la planète, hein. Donc vous voyez, on est déjà quand même à l'aube d'un chaos planétaire avec cette fausse pandémie, et cetera. Donc je ne peux pas m'empêcher, en considérant cette, histoire des White Hats là, des good guys, de me dire que ça colle quand même vachement bien dans les clous de l'agenda Boobim. Ensuite, toujours le bon même vieil outil, hein, triangle du drame de Karpman, hein, mais là alors à l'échelle planétaire. Et la plupart des gens, je pense, vont tomber dans le panneau, hein. Oh là là, il y a les méchants persécuteurs, des gouvernements de l'ombre là, et oh, il y a les super sauveurs, de l'humanité, parce que l'humanité tout entière, hein, était évidemment, est victime de tout ça. C'est vrai qu'à un certain degré, elle est victime de toutes ces manipulations, de contrôle mental, d'ingénierie sociale, d'empoisonnement, de tout ce que vous voulez. OK. Mais il y a suffisamment de connaissances de disponibles pour celles et ceux qui veulent comprendre de quoi ils retournent et sortir de cette conscience victimaire, ou à tout le moins utiliser le constat à un moment donné que l'on fait qu'on est victime de tout un tas d'abus, de viols permanents sur tous nos plans, tous nos niveaux, tous nos orifices, tous nos chakras, hein, et que il est possible de sortir de cette conscience victimaire. On doit l'utiliser pour amorcer une spirale, pour sortir de cette conscience victimaire. C'est le seul intérêt à un moment donné de se rendre compte que oh, je suis une personne ciblée, j'ai été gangstalkée, etc. Oh, j'ai été victime de un PN, un PO ou je ne sais quoi, etc. Le seul intérêt de prendre conscience à un moment donné de ça, c'est de pouvoir sortir de cette polarisation en mode victime.
Et donc, il me semble tout à fait arrivé à point nommé de vous faire la lecture d'un passage, de fragments d'un enseignement inconnu de Ouspensky concernant les enseignements de Gurdjieff pour ce qui concerne la connaissance, qui reste vraie aujourd'hui. Alors la forme du discours peut certainement choquer parce que, bon, voilà, faut replacer aussi, la manière que les enseignants à l'époque avaient de s'exprimer par rapport, aux manières qu'on a aujourd'hui de divulguer la connaissance, aux formes. Il faut apprendre à voir au-delà de la forme et donc je vais vous faire la lecture, du point de vue de Gurdjieff sur cette question de la connaissance et de la connaissance ésotérique, je veux dire, tout ce que je peux divulguer sur ma chaîne ainsi que d'autres personnes et qui est supposé être tenue secrète, alors qu'il n'en est rien. Donc, pour les personnes qui disposeraient de l'édition de 2003, ouais, de 2003, j'ai lu, c'est à la page 76. Un groupe permanent commençait à prendre forme. Un jour que nous étions avec Gurdjieff, je lui demandai: pourquoi la connaissance est-elle si soigneusement tenue secrète, si l'ancienne connaissance a été préservée et s'il existe en général une connaissance distincte de notre science et de notre philosophie, ou même les surpassant, pourquoi ne devient-elle pas propriété commune? Pourquoi ses détenteurs se refusent-ils à la laisser entrer dans le circuit général de la vie, en vue d'une lutte plus heureuse ou plus décisive contre le mensonge, le mal et l'ignorance? Cette question, je pense, doit surgir en tout esprit qui rencontre pour la première fois les idées de l'ésotérisme. Il y a, me dit-il, deux réponses. Premièrement, cette connaissance n'est pas tenue secrète. Ensuite, il lui est interdit, par sa nature même, de devenir jamais propriété commune. Nous examinerons d'abord ce second point. Je vous prouverai ensuite que la connaissance, il appuya sur ce mot, est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit généralement à ceux et celles, je corrige Gurdjieff, qui sont capables de l'assimiler. Tout le malheur vient de ce que les gens ou bien n'en veulent pas, ou bien ne peuvent pas la recevoir. Mais avant tout, il faut saisir que la connaissance ne peut pas appartenir à tous, ne peut même pas appartenir au grand nombre. Telle est la loi. Vous ne la comprenez pas parce que vous ne vous rendez pas compte que, comme toute chose au monde, la connaissance est matérielle. Elle est matérielle, cela signifie qu'elle possède tous les caractères de la matérialité. Or, l'un des premiers caractères de la matérialité est d'impliquer une limitation de la matière. Je veux dire que la quantité de matière en un lieu donné et dans des conditions données est toujours limitée. Même le sable du désert et l'eau de l'océan sont en quantité invariable et strictement mesurée. Par conséquent, dire que la connaissance est matérielle, c'est dire qu'il y en a une quantité définie en un lieu et dans un temps donné. On peut donc affirmer que dans le cours d'une certaine période, disons un siècle, l'humanité dispose d'une quantité définie de connaissances. Mais nous savons par une observation même élémentaire de la vie que la matière de la connaissance possède des qualités entièrement différentes selon qu'elle est absorbée en petite ou en grande quantité. Prise en grande quantité en un lieu donné, par un homme par exemple, ou par un petit groupe d'hommes, elle produit de très bons résultats. Prise en petite quantité par chacun des individus composant une très grande masse d'hommes, elle ne donne pas de résultats du tout, si ce n'est parfois des résultats négatifs, contraires à ce que l'on attendait. Ça me fait penser au New Age, ça. Donc, si une quantité définie de connaissances vient à être distribuée entre des millions d'hommes, chaque individu en recevra très peu, et cette petite dose de connaissances ne pourra rien changer ni dans sa vie, ni dans sa compréhension des choses. Quel que soit le nombre de ceux qui absorberont cette petite chose, l'effet sur leur vie sera nul, à moins qu'elle ne soit rendue plus difficile encore. Mais si au contraire de grandes quantités de connaissances peuvent être concentrées par un petit nombre, alors cette connaissance donnera de très grands résultats. De ce point de vue, il est beaucoup plus avantageux que la connaissance soit préservée par un petit nombre et non pas diffusée parmi les masses. Si pour dorer les objets nous prenons une certaine quantité d'or, nous devons connaître le nombre exact d'objets qu'elle permettra de dorer. Si nous essayons d'en dorer un très grand nombre, ils seront dorés inégalement, par plaques, et paraîtront bien pires que s'ils n'avaient pas été dorés du tout. En fait, nous aurons gaspillé notre or.
La répartition de la connaissance se base sur un principe rigoureusement analogue. Si la connaissance devait être donnée à tout le monde, personne ne recevrait rien. Si elle est réservée à un petit nombre, chacun en recevra assez, non seulement pour garder ce qu'il reçoit, mais pour l'accroître. À première vue, cette théorie semble très injuste, parce que la situation de ceux à qui la connaissance est, en quelque sorte, refusée, pour que d'autres puissent en recevoir davantage, semble très triste, imméritée et plus cruelle qu'elle ne devrait être. La réalité est cependant toute différente. Dans la distribution de la connaissance, il n'y a pas ombre d'injustice. C'est un fait que l'énorme majorité des gens ignorent le désir de connaître, ils refusent leur lot de connaissances, ils négligent même de prendre dans la distribution générale la part qui leur est allouée pour les besoins de leur vie. Cela devient particulièrement évident en période de folie collective, de guerre, de révolution, lorsque les hommes semblent perdre soudain jusqu'à ce petit grain de bon sens qu'ils avaient d'ordinaire, et que, devenus de parfaits automates, ils se livrent à de gigantesques massacres, comme s'ils n'avaient même plus l'instinct de conservation. D'énormes quantités de connaissances demeurent ainsi, en quelque sorte, non réclamées, et elles peuvent être distribuées à ceux qui savent en apprécier la valeur. Il n'y a rien d'injuste en tout cela, parce que ceux qui reçoivent la connaissance ne prennent rien qui appartienne aux autres. Ils ne privent personne. Ils prennent seulement ce que les autres ont rejeté comme inutile, et qui, dans tous les cas, serait perdu, s'ils ne le prenaient pas, s'ils ou elles. Ah oui. L'accumulation de la connaissance par les uns, ou les unes, dépend du rejet de la connaissance par les autres. Il y a dans la vie de l'humanité des périodes qui coïncident généralement avec le commencement du déclin des civilisations, où les masses perdent irrémédiablement la raison et se mettent à détruire tout ce que des siècles et des millénaires de culture avaient créé. De telles périodes démentielles, concordant souvent avec des cataclysmes géologiques, des perturbations climatiques et autres phénomènes de caractère planétaire, libèrent une très grande quantité de cette matière de la connaissance, ce qui nécessite un travail de récupération, faute de quoi elle serait perdue. Ainsi, le travail de recueillir le manère épars de la connaissance coïncide fréquemment avec le déclin et la ruine des civilisations. Vous aurez constaté qu'on est en plein dans ce genre de période, bien sûr. C'est donc pour cela que je vous lis cela maintenant. Cet aspect de la question est clair. Les masses ne se soucient pas de la connaissance, elles n'en veulent pas, et leurs chefs politiques, c'est leur intérêt, ne travaillent qu'à renforcer leur aversion, leur peur de tout ce qui est nouveau et inconnu. L'état d'esclavage de l'humanité a pour fondement cette peur, il est même difficile d'en imaginer toute l'horreur. Mais les gens ne comprennent pas la valeur de ce qu'ils perdent ainsi, et pour saisir la cause d'un tel état, il suffit d'observer comment vivent les gens, ce qui constitue leur raison de vivre, l'objet de leur passion ou de leurs aspirations, à quoi ils pensent, de quoi ils parlent, ce qu'ils servent et ce qu'ils adorent. Voyez où va l'argent de la société cultivée de notre époque, laissant de côté la guerre, considérez ceux qui commandent les plus hauts prix, où vont les foules les plus denses. Si l'on réfléchit un instant à tous ces gaspillages, alors il devient clair que l'humanité, telle qu'elle est maintenant, avec les intérêts dont elle vit, ne peut pas s'attendre à autre chose que ce qu'elle a. Mais comme je l'ai déjà dit, on n'y saurait rien changer. Imaginez qu'il n'y ait pour toute l'humanité qu'une demi-livre de connaissances disponibles par an. Si cette connaissance est diffusée parmi les masses, chacun en recevra si peu qu'il demeurera le fou qu'il était précédemment. Mais du fait que seuls quelques hommes ont le désir de cette connaissance, ceux qui la demandent pourront en recevoir, pour ainsi dire, un grain chacun, et acquérir la possibilité de devenir plus intelligents. Tous ne pourraient pas devenir intelligents, même s'ils le désiraient. Et s'ils devenaient intelligents, cela ne servirait à rien, car il existe un équilibre général qui ne saurait être renversé. Et ça fera l'objet d'une autre lecture, d'un autre passage de ce livre, sur l'équilibre entre l'être et le savoir. Je pense que c'est à ça qu'il pensait Gurdjieff quand il a écrit cette phrase, enfin, quand il a prononcé cette phrase. Voilà un aspect. L'autre, comme je l'ai déjà dit, concerne ce fait que personne ne cache rien, il n'y a pas le moindre mystère, mais l'acquisition ou la transmission de la vraie connaissance exige un grand labeur et de grands efforts, aussi bien de la part de celui ou celle qui reçoit que de celui ou celle qui donne. Et ceux qui possèdent cette connaissance font tout ce qu'ils peuvent pour la transmettre et la communiquer au plus grand nombre d'hommes possible, pour leur faciliter son approche et les rendre capables de se préparer à recevoir la vérité. Mais la connaissance ne peut pas être imposée par la force à ceux qui n'en veulent pas.
Et comme nous venons de le voir, un examen impartial de la vie de l'homme moyen, de ses intérêts, de ce qui remplit ses journées, démontrera sur le champ qu'il est impossible d'accuser les hommes qui possèdent la connaissance de la cacher, de ne pas désirer la transmettre, ou de ne pas désirer enseigner aux autres ce qu'ils ou elles savent eux-mêmes. Celui qui désire la connaissance doit faire lui-même le premier effort pour en trouver la source, pour l'approcher, en cédant des indications données à tous, mais que les gens, en règle générale, ne désirent pas voir ni reconnaître. La connaissance ne peut pas venir aux hommes gratuitement, sans effort de leur part. Ils le comprennent fort bien quand il ne s'agit que des connaissances ordinaires, mais dans le cas de la grande connaissance, lorsqu'ils admettent la possibilité de son existence, ils estiment possible d'attendre quelque chose de différent. Tout le monde sait très bien, par exemple, qu'un homme devra travailler intensément pendant plusieurs années s'il veut apprendre le chinois. Nul n'ignore que 5 années d'études sont indispensables pour saisir les principes de la médecine. Ça a été écrit on est au début du XXe siècle, aujourd'hui c'est 10 ans pour les études de médecine. Et 2 fois plus peut-être pour l'étude de la musique ou de la peinture. Et cependant, certaines théories affirment que la connaissance peut venir aux gens sans effort de leur part, qu'elle peut être acquise, même en dormant. Le seul fait de l'existence de pareilles théories constitue une explication supplémentaire du fait que la connaissance ne peut pas atteindre les gens. Cependant, il n'est pas moins essentiel de comprendre que les efforts indépendants d'un homme pour atteindre quoi que ce soit dans cette direction ne peuvent donner aucun résultat par eux-mêmes. Un homme ne peut atteindre la connaissance qu'avec l'aide de ceux qui la possèdent. Ceci doit être compris dès le tout début. Il faut apprendre de ceux ou de celles qui savent. Bon, alors je modère un peu cette partie-là parce que à l'époque, on était en plein euh, dans le phénomène de gourou, etc. Il y a des grands enseignants planétaires, nanana, il faut aller vers eux, etc. La donne, je pense, a quand même pas mal changé de nos jours. Il s'agit plutôt d'avoir déjà de développer la première qualité de discernement pour reconnaître qui détient la véritable grande connaissance et qui n'en a que quelques plaques dorées, hein, comme dans tout ce phénomène de faux prophètes du New Age, etc., qui ne fonctionnent qu'à coup de demi-vérité, etc. Et je referai une vidéo sur ce principe général sur lequel fonctionne cette fausse réalité, qui n'est qu'un simple jeu de miroir, et où que je regarde maintenant, quel que soit le processus, quel que soit le sujet concerné, c'est tout le temps, toujours, le même procédé. Et du reste, je voulais aussi ajouter que, comme je l'ai dit dans la vidéo la plus regardée, je crois, sur ma chaîne, la vue d'ensemble du démiurge corrompu de cette matière, où j'essaye d'interroger cette question. Il est où ce fameux démiurge corrompu? Où est-il? Qu'on puisse aller le trucider? Non, il est à l'intérieur de chacun, de vous et de nous. Donc, voilà, il y a 2 manières de voir la chose. Soit on lève une grande armée pour aller le trouver, je ne sais où, dans le haut astral ou à la frontière des interunivers et des dimensions pour lui livrer une guerre sans merci et enfin en finir. Première option. Deuxième option, soit on prend conscience que ah merde, en fait, mais s'il existe, c'est parce que c'est nous qui le créons en permanence avec notre implant subconscient et que la voie la plus rapide, si on veut s'en débarrasser, c'est qu'une masse critique de gens se mettent au boulot sur leur propre subconscient et arrête de donner à bouffer à toutes ces entités. De plusieurs sources différentes qui a priori ne se connaissent pas, ce qui veut dire, pour moi, c'est un indice qu'il y a là une vérité. Arad Kotzvela en parle dans une interview, je crois que c'est celle avec Mark Gray où il dit qu'a priori le démiurge il a été dézingué, ça n'existe plus. Alors il faut imaginer ce truc-là comme étant en fait un immense enclos de miroirs, une sorte de technologie d'intelligence artificielle qui réfléchit en permanence nos capacités créatrices, comme je ne cesse de l'expliquer. C'est que ça, le démiurge. Ce truc-là serait quand même considérablement fissuré avec, effectivement, des vibrations qui émanent de la source originaire primordiale. Et ce à quoi nous aurions affaire encore actuellement, ce n'est qu'à son écho. Et ce qu'il faut entendre par écho, c'est la puissance de croyance et d'aliment que la plupart des êtres actuellement en cours d'incarnation leur donnent.
à toutes ces entités, ok? C'est contre ça qu'on se bat, donc c'est contre nous-mêmes. Mais aussi longtemps qu'il y aura une humanité psychique et illique qui ne veut pas prendre conscience qu'elle a un subconscient et quand bien même elle sait qu'elle a un subconscient, elle ne veut surtout pas aller regarder dedans. Et donc, ces humanités-là, vous pourrez leur mettre entre les mains tous les outils que vous voulez, en termes organisationnels, en termes d'abondance de nourriture, hein. Quand je parle organisationnel, c'est aller. Imaginons que les White Hats, hein, effectivement, ils existent bien et qu'ils emprisonnent toute la cabale et nous libèrent, hein, de tous ces affreux jojos. Et après, ça va supprimer les jeux de pouvoir qui ont lieu par la tyrannie des petits moi, des membres de la population civile. À moins qu'ils aient déjà de près, hein, un plan de rééducation passif, hein. Et ce serait pas une très bonne nouvelle, hein, émanant de ce type de personnes-là, les White Hats du Pentagone, là, des militaires, et cetera. Moi, personnellement, j'aurais pas trop confiance. Je pense pas que ça irait vraiment dans le sens de la liberté et de la souveraineté individuelle, hein. Qu'est-ce qu'ils vont proposer à l'humanité pour qu'on connaisse une vraie démocratie, pour qu'il y ait des garde-fous, que ça recommence pas en fait comme avant, hein, parce que là, je vois aucune raison que ça recommence pas comme avant en fait. Ah, il y a des ateliers de démocratie participative, et cetera. Je voudrais pas être pessimiste, hein. C'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Ça marchera pas. Ça ne peut pas marcher pour les raisons qui viennent d'être citées sur cette question de la connaissance et du fait qu'il y a des personnes qui ne veulent pas savoir. Et quand on ne veut pas savoir, c'est qu'on ne veut pas prendre ses responsabilités sur soi-même. Et donc, quand on ne veut pas prendre ses responsabilités sur soi-même, on veut encore moins prendre des responsabilités pour un groupe collectivement ou s'impliquer dans la gestion d'une vie collective, que ce soit à l'échelle d'une famille, d'un village. Quant à s'il s'agit d'une nation, je vous laisse imaginer. Donc, personnellement, avec la connaissance extrêmement fine que j'ai de la psyché humaine, que ce soit en face d'elle-même, hein, un individu seul, hein, mais encore mieux, hein, en dynamique de groupe, je ne vois aucune raison de penser qu'un quelconque blackout organisé par les White Hats pour obliger la masse à faire face à la vérité que oh vous étiez dirigé par des élites pédosatanistes, on vous en a délivré et maintenant ça y est, vous êtes libre, que on pourra en faire quelque chose. Quand on connaît ce qui se passe dans une dynamique de groupe, même de une poignée de gens, c'est toujours la personne qui a la plus grande gueule, le meilleur bagou, la plus charismatique ou le meilleur leadership qui finit finalement par décider pour tout le monde. Personne qui a vécu une situation de réunion, d'association, enfin bref, de contexte de prise de décision collective en consensus, généralement on fait ça en vote, et cetera. Il arrive très souvent que finalement autour de la table il y a plein de gens qui n'ont pas d'avis. Et en définitive, si on observe bien ce qui se passe, il y a que quelques personnes dans le groupe qui décident réellement qui prennent des décisions. Et ces personnes-là peuvent même faire énormément d'efforts parfois pour tenter d'avoir un consensus, essayer d'avoir l'opinion des autres, mais si les autres n'ont pas d'opinion, bah, voilà. Donc ça fonctionne exactement comme pour, ce qui vient d'être dit concernant la connaissance, c'est-à-dire que ceux qui vont prendre les décisions sans l'avis des autres quelque part, ils le font même pas exprès, c'est parce que les autres eux-mêmes ne se positionnent pas, hein. Et ces personnes-là qui se positionnent pas ou qui vont être suiveuses, et cetera, ce seront les mêmes, hein, le jour où les décisions qui ont été prises à ce moment-là tournent mal, ce seront les premiers à accuser celles et ceux qui ont été contraints par leur inaction et leur passivité à prendre des décisions et qui viendront le reprocher. Autrement dit, les décisions éventuellement néfastes prises par absence de prise de responsabilité de certains seront reprochées à celles et ceux qui sont adultes et qui, eux, ont pris leurs responsabilités, en se positionnant, donnant leur avis, en étant force d'initiative, hein. C'est un grand classique de dynamique de groupe. Autrement dit, si vous voulez, l'état psychique dans lequel végètent la plupart des gens, donne vraiment l'avantage à l'irresponsabilité ou aux personnes finalement, qui souhaitent le rester, hein. Je veux dire l'adage populaire, «Il y a que ceux qui ne font rien», on peut dire qui ne disent rien, qui ne se trompent jamais, s'applique à fond, hein. Si au sein d'un collectif quelconque, d'un groupe d'individus quelconque, il n'y a pas, je dirais, à peu près
un niveau, j'aime pas parler comme ça, mais un niveau égal de connaissance de soi, ou de connaissance de son subconscient, de ce qu'on sait, de ce qu'on sait pas, et cetera, ça dérivera toujours sur un truc hiérarchique. Même avec on peut toujours se donner l'illusion qu'on est dans un truc, de consensus décisionnel, hein, mais si on regarde très finement, ce qui se passe dans la dynamique de groupe, en fait, très rapidement, on se rend compte que ce sont toujours les mêmes qui prennent, finalement les décisions pour tous, il suffit de toute manière de donner le bâton de parole à chacun, à un moment donné pour que chacun ait l'impression, d'avoir donné son avis, et d'être entendu, mais après il y a 1001 manières de manipuler, tout ça, et si on regarde encore une fois vraiment objectivement les choses, on s'aperçoit toujours que sur 6 personnes, quoi, il y en a 2 en gros qui tiennent le truc. Je dis pas que ces personnes-là sont nécessairement des tyrans, non, c'est peut-être les personnes les plus éclairées, peut-être, mais très souvent c'est pas le cas. Très souvent ce sont pas les personnes en fait les plus éclairées qui tiennent ce rôle. Ce sont juste celles qui savent le mieux mettre en valeur leurs idées, et leurs idées sont pas nécessairement les plus valables. Donc pour en revenir, aux white hats, hein, aux QAnons aussi, ils s'appellent comme ça. Je ne trouve pas que ce soit une bonne nouvelle. Pour tout vous dire, je pense même qu'il s'agit d'une contrefaçon, d'une anticipation de ce qui est en train d'arriver. Des vibrations réelles effectivement qui émanent à la fois de la Terre, mais également de la source originelle primordiale qui rappelle en fait sa création à sa souvenance, hein, et donc on précipite un agenda dualiste, les persécuteurs avec les sauveteurs, pour nous illusionner à les remettre de contre-consentement à nos soi-disant libérateurs. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt un gros red flag, cet agenda des white hats, des chapeaux blancs, et je vous inviterai, si jamais il se passe quelque chose à l'horizon du 11 mai, à quand même considérer les choses avec beaucoup de distance et de discernement. Je vais donc résumer. La vérité ne peut pas être imposée. La vérité est le résultat d'une volonté individuelle à l'œuvre qui va se mettre en quête de la vérité, de la grande connaissance. Quant à la liberté, elle ne se donne pas. Il y a 1001 citations au sujet de la liberté. Non, la liberté individuelle est une conquête individuelle. Ça peut pas se poser en termes collectifs de «Oh, on va vous libérer, allez-y». Oui, on peut libérer les gens, fictivement, effectivement, de leurs persécuteurs extérieurs, mais tant que le persécuteur intérieur, autrement dit la dose de subconscient, et cetera, est là, de quelle liberté parle-t-on? Attention, hein, je suis pas en train de vous dire que du coup, je trouve ça OK et très juste que, toutes les personnes qui ont un subconscient, soient finalement tyrannisées, gouvernées, manipulées, abusées, non. Je dis simplement que la solution pour provoquer chez ces personnes-là une réelle quête de liberté individuelle, eh ben, je pense qu'elles sont encore à inventer. Je pense que de mémoire d'humanité, ici, quand je considère l'histoire là, que je l'englobe en un coup d'œil, enfin en un coup de pensée, je crois qu'on n'a jamais trouvé la bonne recette. Bon bah du coup, hein, ça fait, pas mal de boulot, hein, pour les êtres réellement souverains et créateurs, hein, et créatives, hein. Mais n'oubliez pas la loi universelle, respecter le libre arbitre, et quand bien même il est vachement biaisé par la présence d'un subconscient, ça commence par une volonté individuelle à l'œuvre, et je n'imagine pas de meilleure façon d'éveiller la volonté chez une personne qui ne l'avait pas précédemment que de lui donner envie de comprendre comment il est possible d'atteindre un niveau d'harmonie qu'il ou elle pensait impossible. Par la preuve même de sa propre existence et de sa propre expérience, qu'il y a d'autres manières de vivre ensemble qui fonctionnent très bien, et cetera, là, je pense que ça va leur donner envie et peut-être les intéresser, et là, on respecte totalement leur libre arbitre. Autrement dit, on en revient toujours à cette grande vérité: occupons-nous d'abord, chacun et chacune, de nous-mêmes et de nous regrouper entre personnes qui partageons le même esprit. Il y a aucun élitisme, en fait, là-dedans. Il y a que comme ça qu'on peut y arriver. La démonstration par l'exemple, donner envie par l'exemple, et on verra bien.
des êtres qui viennent nous voir, hein. Et là, il y a pas besoin de tyrannie pour, délivrer la connaissance aux personnes qui ne l'ont pas encore et qui, si hier la refusaient, demain seront peut-être prêtes à venir d'elles-mêmes la demander. Et c'est bien parce qu'un petit groupe de personnes partageant le même esprit, le même niveau de conscience peuvent déplacer des montagnes que ces personnes-là ont des scénarios de vie orchestrés, épouvantables, visant, à les isoler, à les dépouiller de tout moyen, matériel, même, de subsistance, jusqu'à ne même plus avoir envie de toute manière de poursuivre, cette non-existence, hein. Voilà, c'est tout le thème que j'ai exploré dans les vidéos précédentes sur, la chasse aux sorcières, et cetera, le sort qui est fait, aux Fireblood, aux Originals, aux Primes, et ainsi de suite, hein. C'est parce que c'est la seule arme qu'ils ont contre nous, hein, c'est de nous empêcher de manifester nos pouvoirs de création. Ah donc vu de chez moi, si vous avez vu, les films, Divergente, les élites pédosatanistes, sont représentées par, les chefs des clans, des audacieux et érudits qui fomentent, une mise sous contrôle total, de cette micro-société, mais les white hats, c'est les cols blancs qui observent en fait, cette micro-société, depuis le départ pour pouvoir, y déceler qui parmi les divergents, qui sont persécutés, hein, heu et non désirés, hein, dans la micro-société, de faction. Donc qui sont parmi ces divergents? Celles et ceux qui possèdent l'ADN sans bug. Autrement dit, le plus pur, le plus proche d'originaux dont on a perdu la trace. Mais dont l'ADN peut soigner en fait toute la population. C'est présent aussi un petit peu ce thème-là dans, la série, des films, The Maze Runner et Labyrinthe, hein. Donc voilà, des personnes, persécutées, dans une certaine société, qui deviennent, des médicaments, dans la suivante, hein, à qui on va tenter en tout cas d'extorquer leur consentement à se laisser instrumentaliser pour, soi-disant sauver, toute l'espèce humaine. Bon pour, Divergente, évidemment ils ont pas produit, le 4e volet et moi je me suis pas procuré de bouquin pour lire, le la suite, la fin en fait finalement, quels sont réellement les projets de ces, super personnes, qui ont l'air si gentilles là en col blanc, hein. En ai-je vraiment besoin? Vous avez compris qui sont les divergents. Donc pour en revenir à la seule solution que j'envisage, qui ne soit pas une tyrannie qui s'impose à toutes et tous et qui consiste à laisser aux individus d'un même degré vibratoire se rencontrer et créer, leur projet, de vie, ensemble. Amorcer ce genre de cercle vertueux demande énormément de conscience, de patience et de renoncement à la précipitation de vouloir à tout prix observer le résultat de son action dans sa propre existence. Un peu comme les constructeurs de cathédrales, hein, qui savaient très bien que, l'ouvrage qu'ils commençaient, ils ne le verraient jamais terminé et c'est beaucoup plus valorisant, hein, pour, l'ego, hein. Un scénario, révolutionnaire où on récolte, toutes les médailles, de héros, de sauveteurs, de libérateurs et cetera. Mais ça, c'est un cercle vicieux, par contre. L'histoire nous a enseigné, hein, comment, oui, avec la peur, effectivement, on peut amener, toute une population, à consentir à tout et n'importe quoi, mais en libérant aussi toute une population, on peut les amener aussi à consentir à tout et n'importe quoi. Je veux dire, c'est quand même ce qui s'est passé dans notre pays, après la Seconde Guerre mondiale, hein. Hein? S'en sortait très bien, hein, on était en autarcie alimentaire, voilà, hein, économie familiale visant, à l'autarcie en petite ferme, familiale et puis, voilà quoi, hein, aller de guerre et tout, machin, et puis les libérateurs, ils sont arrivés avec leur à planter leur camp américain. Il y en a plein dans la région, où je suis avec toute leur super technologie, leur four, leur machine à laver, leur réfrigérateur et cetera, hein. Tous ces objets étaient vraiment des objets de libération, hein, surtout pour, le travail domestique épouvantable des femmes et c'est aussi avec tous ces objets, que, on est arrivé à la situation où on est aujourd'hui, hein, d'être totalement tyrannisé par, tout un tas de technologies. Donc, attention à ce que les outils et les vecteurs d'une libération collective ne soient pas les outils et les vecteurs de notre prochaine oppression tyrannique.
Donc white hat ou pas, de toute manière, on le saura bien assez tôt. Bah, si l'agenda effectivement, est bien concret et se réalise, j'attends de voir, hein, si, les êtres tels que moi pourront enfin jouir de la totale liberté et souveraineté qu'ils méritent. Mais permettez-moi d'avoir, de gros doutes, hein. En tous les cas, je n'ai pas mis le genou en terre, hein, face à la tyrannie présente. Je ne mettrai pas un genou en terre devant des supposés sauveteurs. Et bien évidemment, j'invite, tout mon auditorat, qui partage, le même esprit que moi, à développer le même, niveau de vigilance et de distance par rapport à ces charmants white hats. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. La liberté c'est un éclat de bohème, une fleur restée interdite. Mais c'est la plus belle de la rue fanée, la plus indocile. La liberté c'est un éclat de bohème, une fleur restée interdite. Mais c'est la plus belle de la rue fanée, la plus indocile. Les passants sont tordus de fatigue, les rêves abîmés. Mais c'est la plus belle de la rue fanée, frôlant l'impossible. Dans ta bouche il y a un Mustapha, une langue de parole perdue, une langue de feu, une langue de feu.